Pour la dernière présentation, je crois que la dernière fois que j'avais présenté sur SwiftLint, qui était un outil justement pour les développeurs en Swift. Et ça, Nathalie, c'est un des autres outils que j'utilise dans mes projets, que je trouve super sympa. Et puis, on va commencer tout de suite. Alors par contre, ça marche que pour Swift. Alors le problème que Nathalie essaie de résoudre, c'est un problème que les développeurs iOS ont toujours rencontré. Donc avec l'introduction des storyboards, il y a les identifiants de storyboard qui en fait sont des strings que vous tapez dans Interface Builder, qu'après vous devez réutiliser dans le code. Et si vous ne tapez pas bien votre string, et ça ne trouve pas la vue où vous voulez aller ou des trucs comme ça. Donc par exemple là, l'exemple classique, c'est je vais créer un view controller. Et donc la string que j'ai mis dans Interface Builder ici, il faut que je la remette ici. Et si vous faites une faute de frappe, quand vous faites tourner ce code, tout ce qui se passe, si vous avez mis un logger, si vous avez mis quelque chose qui va l'attraper, les trois quarts du temps, moi j'ai tiré ça d'un code base d'une application que j'ai. Tout ce qu'il fait, il retourne nul. Mais l'application qu'on y a tournée, ils mettent quelque chose dans le log, et puis donc voilà, vous appuyez sur le bouton, ça ne marche pas, vous vous demandez pourquoi. Bon, vous allez voir dans le log, parce que là, ils ont mis quelque chose dans le log. Moi, sur ces codes-là, en général, je mets un assert, comme ça, moi, ça me pète à la gueule tout de suite, et c'est réglé. Donc là, c'est le premier exemple. Donc Nathalie, je vous montrerai comment on règle ce problème assez bien. Le deuxième exemple, c'est quand vous voulez passer d'un écran à un autre. Donc sur iOS, on utilise ce qui s'appelle les segways. Et en fait, les segways, c'est pareil. Il y a un identifiant pour dire, voilà, je veux faire de la transition, cette segway, entre deux contrôleurs. Et donc, vous voyez, vous retrouvez la string ici, pareil, entre les deux. Et pareil, si jamais il y a quelqu'un qui la modifie d'un côté, mais qui oublie de la modifier de l'autre côté, il n'y a personne qui le saura, sauf quand le testeur il passe derrière, qu'il appuie sur le bouton, pareil, et que ça ne passe pas. Alors les problèmes, quand je disais, c'est que dans la plupart des codebases, c'est des erreurs où il n'y a pas d'erreur en fait. Vous appuyez sur un bouton, mais il n'y a rien qui se passe, et après, il faut que vous alliez trouver où est-ce que l'erreur a été faite, où est-ce que la string n'a pas été bien modifiée. Le problème aussi, c'est que c'est des strings qui sont utilisés à plusieurs endroits dans le code, et que la seule façon de les trouver, c'est find, et va les trouver partout dans le code, et modifier celle qu'il faut au fur et à mesure. Et donc si vous en manquez une, c'est tout. Pas de bol pour vous. Donc le compilateur vous aide absolument pas avec ce stringly code. J'ai appris ça dernièrement, qu'ils appelaient ça comme ça. Le code qui dépend sur les strings où le compilateur ne peut pas vous aider en fait. Et comme le compilo ne peut pas vous aider, il n'y a pas d'autocompletion non plus. Donc quand vous êtes en train de taper votre code, vous dites « Ah oui, je veux faire cette segway. Ah mais c'est quoi le nom ?» Il faut vous repassiez à Interface Builder, aller trouver le nom, et après vous revenez, vous tapez. C'est assez chiant quand même. Et au final aussi, avec toutes ces strings, on arrive à avoir beaucoup de forced unwrap. Donc dans Swift, ils ont introduit ce qu'on appelle les optionals. Les optionals, en fait, c'est de dire on a un objet, et après on va voir est-ce qu'il y a quelque chose dedans ou pas. Et il y a des syntaxes pour essayer de voir s'il y a quelque chose dedans ou pas. Et en fait, il y a une façon de le faire où on dit je m'en fous, fonce dans l'objet, s'il n'y a rien, ça me pète à la gueule, c'est pas grave. Et en fait, avec ces stringly, on arrive régulièrement à avoir du code où il y a beaucoup de forced unwrap parce que c'est le plus simple en fait. Mais ce n'est pas forcément une très bonne pratique. Et Nathalie, la façon dont il règle ces problèmes, en fait, c'est un script qui va tourner quand vous buildez votre application, qui va parcourir tous les fichiers storyboard que vous avez dans votre application et qui va générer des structures qui contiennent toutes les constantes. Et une fois que toutes ces structures sont générées, quand vous compilez, en fait, le compilateur va pouvoir vous aider. Donc par exemple, si vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous disais pour passer d'un écran à un autre, donc là, par exemple, c'est la ligne de code qu'on utilise pour passer d'un contrôleur à un autre. Et là, maintenant, au lieu d'avoir une string, on accède directement de la structure pour dire, voilà, je veux cette segway qui a ce nom-là, qui est dans ce view controller. Et là, le compilateur peut vous aider. Donc vous avez l'autocomplete sur toute la séquence. Donc en gros, vous appuyez sur 4 touches et vous êtes au bout, c'est fini. Et vous remarquez aussi qu'il n'y a pas de force unwrap. L'autre méthode qu'on fait souvent, c'est une fois qu'on dit voilà, je veux faire cette transition, il y a une autre méthode derrière pour dire ok, je me prépare à faire cette transition. Est-ce qu'il y a des données à passer à l'autre contrôleur derrière? Et il faut toujours, quand on est dans cette méthode, il faut toujours voir quelle transition on est en train de faire. Et donc pareil, ici au lieu d'avoir une string, pareil, on utilise cette structure qui a toutes les segway identifiers dedans. Et si vous voulez créer un contrôleur, celui-là, moi, c'est celui que j'adore le plus, probablement.
Parce que quand vous créez des contrôleurs en utilisant les storyboards en général avec les strings, vous ne savez pas forcément le type qui va revenir, donc vous êtes obligé, vous savez, mais le compilateur ne sait pas. Donc vous êtes obligé de les cast dans l'autre type, alors que là, Nathalie va générer des méthodes qui sont déjà typées. Donc là, je sais exactement quel est le type du contrôleur qui revient derrière. Donc il n'y a pas encore à faire ce force unwrap derrière, qui peut poser un problème si jamais un jour il y a quelqu'un qui va modifier dans le storyboard que non, finalement c'est pas ce type-là, c'est un autre type. Ils oublient de faire le tour de tout le code, et quand vous passez sur la ligne là-bas derrière, ça va péter. Alors que là, Nathalie, dès que vous recompilez, elle va dire ah non, c'est pas le bon type, ça marche plus, allez faire quelque chose, vérifier. Et puis vous n'aurez même pas, probablement même pas à le vérifier derrière. Ça, c'est la version un peu. La seule partie qui peut être un peu chiante, mais très honnêtement, ça vient de leur site web, j'ai juste un peu modifié. C'est le script pour faire tourner Nathalie dans vos builds. En gros, vous copiez-collez ça dans Xcode, dans une phase de build, et ça marche. Donc là, au début, tout ce que j'ai, c'est vérifier est-ce que Nathalie est installée, parce que c'est bien que vous êtes en environnement partagé, que tout le monde l'ait installé, et que s'il ne l'est pas, qu'ils aient au moins un warning pour dire vous ne l'avez pas, il faudrait peut-être l'installer, ou rajouter la commande derrière pour l'installer. Après, c'est juste la configuration pour dire voilà, c'est là où est l'outil. Quelques configurations de fichiers pour dire où est-ce que vous voulez que ce fichier qui est généré, qui a toutes les constantes, où est-ce que vous le voulez dans votre projet. Comme ça, moi, vous pourrez le trouver facilement. Avec le soleil, j'ai du mal à voir. Paf, paf. Et en fait, où est-ce qu'il est, Ouf. Nathalie. Et en fait, voilà, c'est juste ici où ça tourne. Bon, c'est avec toutes les variables. Mais en fait, voilà, vous faites tourner ça à la fin et ça génère un fichier storyboard. Je ne vous le montre pas parce que très honnêtement, c'est chiant. Moi, je ne regarde jamais ce fichier. Ce qui est important, c'est qu'il y a toutes les constantes dedans et ça permet vraiment de faciliter la vie. Et ça, c'est où vous pouvez le trouver, si jamais ça vous intéresse. Quand je l'ai introduit là sur le projet sur lequel je suis en train de travailler, le lead dev m'a dit mais c'est génial ce machin, je ne comprends pas pourquoi on ne l'utilisait pas avant. Donc voilà, c'est Nathalie pour Swift. Est-ce que vous avez des questions? Tu as comparé avec SwiftGen et AirSwift? Alors j'ai pas comparé, je connais pas AirSwift. J'ai trouvé SwiftGen il n'y a pas longtemps. SwiftGen c'est tout d'Olivier et surtout que tout le monde utilise. Et en fait j'ai trouvé il fait plus de trucs. Ouais. Et en fait quand j'ai regardé ce que j'aurais changé, j'ai trouvé que les autres trucs m'étaient pas forcément super utiles, donc j'ai pas regardé. Mais ça fait partie des trucs que je vais essayer un peu plus tard. Bien, c'est pour les strings, principalement localisés. Ouais. Parce que justement c'est pareil quand tu as des strings. Ouais, ça c'est chiant. Ouais. Beaucoup dans les applis. Ouais, il te génère les identifiants automatiquement, ouais. il te fait le découpage. C'est pas mal. Ouais. SwiftGen, il a un gros. Moi j'utilise pas SwiftGen directement parce qu'en fait j'utilise AirSwift historiquement qui était sur Ouais. ce que j'utilisais le projet. Mais SwiftGen en fait il y a un truc qui est bien, c'est que tu as les templates et tu peux configurer complètement. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des trucs. Qui génère en fait tes identifiants, tes structures et ton code. Ouais. Et donc tu peux l'adapter à tes préférences personnelles. Pour prochain projet, je crois que j'essaierai pour voir. C'est plus un système de template façon sensory en fait. Ouais. Cool. Cool. Ouais. Et concrètement, quand il y a une ID dans le storyboard de string, le code que va générer Nathalie, ça va être une série de routiers avec la string correspondante, tu dis tiens, je vais te montrer. Migrate view controller en fait. Ouais, en fait, ça crée une.